Nous y revoilà, quelques mois après avoir râlé contre l'arrêt intempestif du football professionnel, me revoilà pour râler contre l'arrêt du football amateur. Et toi Vincent, tu me suis ? Évidemment Philippe, j'embarque. C'est parti pour un entre-deux. Décidément, en cette drôle d'année 2020, eh bien Noël, c'est le 28. 28 avril, au soir même de la déclaration du Premier ministre Édouard Philippe, Noël, Le Gret tire le rideau sur la saison de football professionnel comme amateur. 28 octobre, déclaration du président de la République cette fois. Et rebelote, dès le 29 au matin, Noël Le Gret a décidé, avant même d'avoir les précisions de la part du Premier ministre, avant même de se concerter avec ses ligues régionales, il décide donc d'arrêter les championnats amateurs. Outre cette absence totale de concertation, on peut s'interroger sur l'absence de défense de son sport, de son propre sport, par le président de la fédération qui défend pourtant si bien ces matchs amicaux de l'équipe de France qui surchargent pourtant le calendrier. Certes, cette fois, le haut niveau a été quand même défendu. Merci, Madame le ministre, d'avoir changé de logiciel depuis avril. Donc la Ligue 1, la Ligue 2, le National continue, la D1 féminine également, et même le futsal, pourtant sport en salle, alors que le reste du football est en plein air. Mais pas de protection. Arrêt donc pour la Nationale 2 et la Nationale 3, où il y a pourtant des contrats fédéraux qui se rapprochent de contrats professionnels. Pour cette raison, j'ai vraiment la conviction que la fédération aurait dû s'accrocher et défendre ces championnats. Et pourquoi pas même au niveau en dessous, où les risques sanitaires sont évidemment bien moins importants et où les effets positifs sur le moral des citoyens sportifs français aurait peut-être mérité qu'on réfléchisse un petit peu plus aux incidences de cette décision. Si au printemps dernier, on pouvait convenir qu'il était urgent de ne pas prendre de décision et probablement de ne pas arrêter, là j'avoue que ça peut être une autre position. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au printemps, on était sur des championnats en cours et on avait fait déjà les 3/4 du championnat. Et donc c'était peut-être intéressant de pouvoir aller au bout de la compétition et pas faire une saison blanche alors qu'on avait fait déjà les 3/4 de la compétition. Et puis c'était le secteur professionnel avec des enjeux économiques importants pour les clubs, mais aussi tous les acteurs qui tournent autour des clubs. Et surtout, c'est un secteur en claire concurrence avec l'étranger, avec les autres pays. Les championnats amateurs, bien évidemment, ne sont pas en concurrence avec nos voisins européens. Et nos championnats amateurs n'ont pas une incidence, n'ont pas de droits télé, n'ont pas une exposition des sponsors très importante et n'ont pas un sujet de billetterie très important également. Donc voilà, on peut imaginer et on peut comprendre qu'avec un quart de la compétition, on puisse se dire peut-être qu'il faut arrêter et donc faire une saison blanche et repartir en 2021, avec un vaccin. En tout cas, on le souhaite tous. Ah non, pas d'accord Vincent, pas d'accord. L'arrêt du football amateur n'est pas sans incidence économique. Autant l'arrêt en mars dernier a surtout coûté très très cher au football professionnel et beaucoup moins au football amateur, j'en conviens. Certes, il n'y a pas eu les tournois de printemps avec les recettes buvettes qui vont avec, mais parallèlement, les clubs avaient déjà touché les licences, les partenariats, et ils ont pu même faire éventuellement des économies en usant du chômage partiel sur les éducateurs et autres salariés. Par contre, sur 2020-2021, un arrêt dès octobre, là, pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le football amateur. On a parlé des clubs de National 2 ou National 3 qui ont des contrats fédéraux qu'il faudra assumer. Et quant aux autres, eh bien déjà, un certain nombre de clubs ont assumé des baisses de licences importantes. Des 20, des moins 25% parfois, avec des baisses dans le football féminin parfois. Un an après la Coupe du Monde, il y a pu y avoir un certain reflux. Il y a même un risque de remboursement, de demande de remboursement de licence, de demande de remboursement des partenaires si l'arrêt devait durer au-delà d'une certaine période. Et puis en vue du futur, c'est évidemment un très mauvais signe. En foot aussi, il y a des swing players, c'est comme aux élections américaines, c'est-à-dire des joueurs qui
qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Je signe une licence ou je signe pas cette année, j'hésite un petit peu, je sais pas si je vais faire l'année complète. Dans des périodes d'incertitude Covid, évidemment, tout ce type de joueurs seraient amenés à ne pas signer de licence, et là la baisse pourrait devenir conséquente et entraîner avec un vrai risque de survie pour des dizaines et des dizaines de milliers de clubs de foot. Noël aurait donc lieu un 28 décembre cette année ? Bon, trêve de plaisanterie, j'ai bien compris, Philippe, qu'il y a pas mal d'incohérences et je suis pas loin de te rejoindre sur ce point-là. Incohérence et cohérence, finalement, puisque le président de la fédération a reproduit le même phénomène ou la même mécanique de prise de décision au printemps qu'à l'automne. Voilà. Est-ce qu'on a pris cette décision trop tôt ? Probablement, parce que finalement, sur la partie professionnelle, on a retenu la leçon et c'est tant mieux. Les compétitions peuvent se poursuivre. Surtout qu'elle se poursuit chez nos voisins. Mais dans le monde amateur, il n'y a pas de concurrence. Donc on pouvait prendre le temps de l'écoute et surtout se rappeler que le premier confinement nous a permis de faire le constat que le sport faisait du bien à la tête et au corps. Et donc voilà, si à la sortie de ce deuxième confinement, on se rend compte que l'on peut repartir sur une activité quasi normale, du moins celle qu'on a connue pendant quelques mois, eh bien c'est peut-être dommage d'avoir arrêté la dynamique du sport amateur au sens large, et notamment pour les jeunes. Les jeunes, le sport est un vecteur de création de liens sociaux, d'éducation, et puis on a toute la partie de développement des jeunes talents. Qu'est-ce que l'on va faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 6 à 10 mois sans pouvoir pratiquer ? Voilà des questions auxquelles on aurait aimé prendre un peu plus de temps avant d'apporter une réponse qui est tombée comme un coup près, donc le 29 octobre. Alors justement, au niveau des solutions, qu'est-ce que l'on peut faire pour continuer à jouer ou ce qu'on aurait pu faire pour continuer à jouer ? Bien tout simplement déjà, puisque c'est un sport en plein air, ça pose moins de problèmes que pour le basket, le volleyball ou le handball par exemple. Le vrai problème, c'est les vestiaires. Plusieurs solutions. Soit jouer à l'ancienne, c'est-à-dire se changer dans les voitures ou venir tout habillé, prendre la douche à la maison bien évidemment. Soit utiliser, si le complexe sportif le permet, plus de vestiaires, mettre moins de joueurs, peut-être 3, 4, 5 joueurs dans les vestiaires et faire des vestiaires tournants. En tout cas, si on veut continuer à jouer, si on avait voulu continuer à jouer, il y a toujours des solutions. Et c'est peut-être cela que l'on peut regretter parce que, encore une fois, et notamment pour les compétitions de jeunes, on risque de couper le lien entre la pratique et le club, l'association, la vie associative, qui risque d'être coupée pendant 6 à 8 mois, et après il y aura l'été, etc. Alors vient le temps des solutions. La première réflexion, elle est bien sûr d'ordre financier. La différence de traitement entre la culture et le sport est édifiante dans ce pays quand on voit le plan de relance du gouvernement qui prévoit 2 milliards d'aides à la culture et 120 millions d'euros seulement pour le sport. C'est évidemment très parlant. Il est grand temps que l'État aide le sport. Alors comment ? Je reprendrai les idées de Frédéric Thiriez exprimées dans une tribune du Point où ça parle d'exonération de charges sociales, de déplafonnement des sommes générées par les paris sportifs et aussi la transformation du temps bénévole, des bénévoles en points dans leur calcul de points retraite. C'est une idée, ce sont des idées intéressantes pour l'État s'il veut bien s'occuper du sport amateur. Les deuxièmes solutions sont les formules de compétition. Je suis étonné qu'après ce qui nous est arrivé en mars, fin prématurée des compétitions sportives, eh bien, il n'ait pas été prévu dans les textes justement la manière dont on finit une compétition, ou plutôt comment on classe les équipes lorsque justement la fin est écourtée. Ça, c'était le scénario 2019-2020. Mais j'aurais aimé trouver aussi en anticipation, prévoir ce qui va peut-être se passer en 2020-2021, c'est-à-dire, imaginons que les championnats amateurs soient arrêtés jusqu'en mars, et bien de mars à mai ou juin, on n'aura pas le temps de jouer les compétitions entières. Donc j'aurais aimé que dans les textes, retrouver là aussi la manière dont on peut écourter la compétition à travers des play-offs ou autres. En tout cas, j'aurais aimé que tout soit écrit dans le texte, puisque justement, on avait l'expérience de l'année dernière qui, pour le moins, a été largement discutée et pas forcément satisfaisant.